Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien jusqu'à maintenant. A priori, ça doit aller. Merci Thibaut pour l'introduction qui a été super intéressante et qui nous permet de rentrer un petit peu dans le sujet des JO. Donc, comme on le disait ce matin, on va parler plutôt orienté JO, mais en fait, vous verrez que, notamment dans ce que je vais vous présenter, les JO ne sont qu'un zoom par rapport à l'actualité, mais il y a énormément d'éléments qu'on peut en ressortir, même si, d'un point de vue global et structurel, on n'est pas directement impliqué dans les JO. Donc ça va être un petit peu l'objectif que je vais me donner sur les 20 prochaines minutes avec vous, c'est de faire un petit paysage de la menace de ce qu'on a déjà observé, de ce qu'on commence à observer, de ce qu'on imagine que l'on va observer. Et puis, bien évidemment, on sera ouvert à en discuter avec vous s'il y a besoin. Alors, je vais me présenter juste rapidement parce que je pense que c'est aussi l'occasion pour vous, comme pour nous, souvent, d'étendre un petit peu son réseau de connaissances et de pouvoir rentrer en contact pendant la présentation, après la présentation. Donc je m'appelle David, David Groux, comme vous le voyez derrière. Je travaille chez Mendiant, maintenant part of Google, depuis un peu plus de 8 ans. Dans la cybersécurité depuis une vingtaine d'années environ, un peu plus. Et j'ai différentes activités qui me permettent d'avoir une vision un petit peu, je dirais, hétéroclite de la sécurité. Donc je m'occupe des ingénieurs avant-vente sur une grande partie de l'Europe, sur l'Europe de l'Ouest. Tous les ans, tous les 2 ans, on change un petit peu les zones. Donc j'ai couvert pas mal de pays. Ça me permet aussi de comparer la maturité, le besoin, l'approche. J'entendais ce matin en introduction le marché belge qui est un petit peu différent. En effet, il y a certains pays dans lesquels la maturité ou l'approche autour de la cyber est complètement différente des autres. Donc aujourd'hui, je couvre pas mal de pays dans ce cadre-là. J'ai aussi comme rôle de faire beaucoup d'événements de communication comme celui d'aujourd'hui, mais aussi autour de la presse, télé, radio et autres. Je ne vais pas faire le listing de ce que fait Mendiant, je dirais, dans toute son actualité, dans tout son travail et ce qu'on fait au sein de Google, mais il faut retenir 2 éléments majeurs. On travaille sur la threat intel, donc le renseignement cyber, et on accompagne les clients et les partenaires avant, pendant et après des incidents. Ce qui fait qu'on essaye aussi de maîtriser pas mal le droit d'en connaître et le droit d'en savoir par rapport à la communication qu'on peut avoir, notamment pendant des incidents majeurs. Et je fais partie des gens qui ont le droit de parler de ces sujets-là. Et si jamais vous avez l'envie, à la fin de la présentation, qu'on puisse continuer la discussion, je serai là une grande partie de la journée, mais même après, j'ai la chance d'avoir un nom de famille qui est facile à retenir quand on connaît les gardiens de la galaxie, qui est David Grout. Et donc, si vous voulez m'envoyer un mail ou me pinguer, c'est iamgroot@google.com. Ultra simple, facile à retenir. Alors, pourquoi aujourd'hui on a décidé de parler des JO? Parce qu'en fait, les JO, c'est un enjeu qui est stratégique pour le pays. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un catalyseur d'information qui va permettre de mettre en avant pas mal de choses pour le grand public. Nous, on a tendance à dire qu'on est dans la sécurité, que c'est simple. Des gens travaillent dans le cloud et pour eux, tout est simple. Je vais vous donner un exemple. J'ai mon fils cette semaine qui est ici chez Google pour son stage de découverte de 3e. Il y a pire comme stage. Donc tout se passe bien pour lui, il est super content. Et lundi matin, après les premières réunions qu'il a faites, donc la manière dont ça marche chez Google est très sympa. On fait découvrir une quinzaine, une vingtaine de métiers aux enfants pendant la semaine. Et on parle avec eux. Ils ont des gens qui viennent pendant 1 heure et quart, qui leur présentent leur métier, leur cursus. Son premier retour, ça a été de me dire... j'ai rien compris. Il y a eu 1 heure de discussion, 125 acronymes, je ne sais pas de quoi on veut me parler. Et donc souvent, c'est aussi les grands événements comme les JO, quelque chose qui va permettre pour le citoyen, pour monsieur tout le monde, voire pour le board, selon le type d'entreprise avec lesquelles vous travaillez, d'avoir une approche de la cyber qui est un peu différente. J'étais au Salon des maires hier au Congrès des maires, on dit, parce que j'ai dit salon, mais c'est Congrès des maires, hier avec Thibaut. Et de la même manière, les agglomérations, les élus commencent à mieux appréhender ces sujets-là parce que c'est des sujets d'actualité. Donc on pense que c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant parce que ça va vraiment donner un vecteur d'accélération dans la manière dont on va se focaliser sur la cyber à travers le prisme des JO. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, en fait, c'est peut-être parce que je suis un peu plus vieux que je l'étais il y a une vingtaine d'années. L'idée, c'est qu'il y a souvent des choses à apprendre du passé. Chez Mendiant, on a déjà travaillé sur pas mal de sujets, que ce soit des Jeux Olympiques dans d'autres pays, que ce soit des grands événements mondiaux comme des élections dans certains États ou des Coupes du Monde de football, dans lesquelles on a été partie prenante de la cybersécurité de l'événement, en amont
ou pendant l'événement. Et donc, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est passé déjà aujourd'hui dans le monde des JO. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir comme grande tendance en termes de cyber? Certaines d'entre elles, et peut-être la plupart d'entre elles, vont vous paraître assez classiques, mais c'est toujours bon en fait de les resituer et de les replacer. Donc là, vous avez le premier exemple de ce qu'on a vu et de ce qu'on observe. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on observe depuis le début de l'année sur les JO 2024 à venir. Mais ce qu'on a vu lors des précédentes éditions des Jeux Olympiques, c'est notamment l'utilisation de la désinformation et de l'influence informationnelle. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, je reviendrai tout à l'heure dessus, en France, une organisation qui a été créée par l'État qui s'appelle Viginum, qui a comme objectif de monitorer et de suivre toutes les campagnes potentielles d'influence des États étrangers sur la France. Là, on voit quelques exemples, sans rentrer dans le détail de ceux-ci, je peux donner ces exemples-là, mais aussi en donner quelques autres, où des États ou des groupes de cybermenaces associés à des États ont utilisé le cyber, donc la plupart du temps le vol d'informations ou la publication d'informations modifiées, pour essayer d'influencer les citoyens en général, la pensée du citoyen sur un événement. Vous avez un exemple sur les JO de Pékin, si je me souviens bien, et un deuxième exemple sur des documents volés, modifiés et falsifiés qui annoncent certains pays voulant boycotter les Jeux alors que les pays n'avaient pas du tout positionné de boycott de leur côté. Donc premier élément que l'on voit en termes de tendance quand on parle de grands événements, la désinformation et l'influence. Petit astérix ici, parce que c'est un sujet qui est proche, je dirais, de mon cœur, au sens intellectuel du terme, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est un des sujets qu'on verra de plus en plus accéléré dans tout ce qu'on va voir dans le monde moderne, puisqu'aujourd'hui, l'information et la communication sont un élément clé de tout ce qu'on peut faire. Le deuxième élément qu'on a vu apparaître, c'est les menaces dites étatiques, qui sont vraiment des menaces techniques, en termes de cyberattaques et qui peuvent avoir lieu pendant les Jeux. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler des tentatives de déni de service ou d'arrêt de streaming pendant un certain nombre d'événements. Donc j'ai donné ici quelques exemples, notamment avec le GRU et des groupes associés à la Russie. Il y a toujours un contexte très géopolitique qui peut être situé derrière ça. Et on le voit très bien, on voit aujourd'hui que les Jeux Olympiques, si on prend le cas des Jeux Olympiques 2024 dont on parlera dans quelques minutes, sont aussi un enjeu politique majeur pour l'ensemble des États qui ont des sportifs qui vont participer. Donc là, on a déjà vu historiquement un certain nombre d'exemples. On voit ici notamment les indictments du FBI sur certaines personnes spécifiques qui ont tenté d'attaquer les Jeux. Il y a eu d'autres types de manipulations qui ont eu lieu dans le passé, notamment sur les agences antidopage ou sur les informations antidopage. Et ça, c'est un des risques que l'on a déjà observé. Le dernier, ou l'avant-dernier, qui est celui qui est le plus proche de nous, qui est la cybercriminalité. C'est ce que nous, on voit, je dirais, en tant que citoyens au quotidien. On a déjà vu de manière majeure lors des derniers Jeux un grand nombre d'utilisations de falsification de billets, de falsification d'informations, de fake applications pour récupérer des informations personnelles ou des identifiants. Et ça, c'est une tendance qui, en 2024, va sûrement être la même chose. On verra tout à l'heure quelques exemples de ce qui est déjà présent sur le marché. Donc, une fois qu'on a regardé un petit peu cette rétrospective, on a été assez vite, hein, on n'a que 20 minutes ensemble, donc on ne peut pas rentrer non plus dans un détail trop exhaustif, mais on a vu déjà un certain nombre de choses qui s'étaient passées sur les événements précédents. On peut regarder maintenant quelles sont les menaces que l'on voit déjà poindre pour 2024, puisque si vous êtes au sein de la préparation des JO, j'ai eu l'occasion de faire un meeting il n'y a pas très longtemps avec les gens du COJO, les JO, pour les gens qui vont y être impliqués, c'est demain, voire c'est cet après-midi. On est dans une temporalité qui est extrêmement courte, on est déjà en novembre, les JO arrivent au mois de juillet, c'est pas maintenant qu'on va révolutionner son infrastructure. Je pense que ça sera très bien présenté dans les présentations de ce matin sur des retours d'expérience, notamment pour la Croix-Rouge. J'imagine que dans le calendrier de la pression, on est demain. J'étais avant-hier en ligne aussi avec des
une entreprise du transport, pour être très large, pareil, pour eux, c'est déjà là, en fait. On est déjà dedans. Alors, qu'est-ce qu'on voit, nous, depuis le début de l'année et qu'est-ce qu'on imagine? Alors, le premier truc, c'est tout ce qui tourne autour de la fraude. Parce que c'est ce qu'on voit très souvent en amont des JO. On voit déjà, et quand je dis nous, et là j'ai pris des choses qui sont en source ouverte de Threat Intel, donc qui n'appartiennent pas qu'à Mandiant ou qu'à Google, mais qui ont été remontées soit par des autorités compétentes, soit par des tierces parties. On voit ici typiquement que le nombre de sites frauduleux de revente de billets, j'aurais pu mettre quelques exemples sur les fausses annonces de location d'appartements ou de lieux de vie pour pour la période des JO sont déjà un peu partout. Donc les cybercriminels, eux, ont déjà, je dirais, embrayé et se sont déjà positionnés d'un point de vue cybercriminalité financière, gains financiers, arnaque, et on imagine, on est quasiment sûr, que ça va faire que augmenter jusqu'à l'arrivée des JO, puisque plus on va se rapprocher des JO, plus il va être difficile de trouver des billets ou de trouver un logement ou de pouvoir se transporter vers le lieu, et qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'IT ou de l'application ou du cloud étant notre quotidien, c'est un vecteur qui permet de faire de l'argent et qui va être utilisé de manière massive par les attaquants. Le deuxième élément qu'on a vu, je ne vous ai pas mis le lien pour vous épargner la vidéo, mais si vous voulez aller la regarder, il n'y a rien de choquant en termes d'image. Mais c'est quelque chose qui, comme je disais tout à l'heure, m'intéresse vraiment sur la partie géopo. Si vous avez regardé un petit peu dans la presse, donc vous voyez l'article est très récent, hein, on parle publié le 14 novembre, donc la semaine dernière. Donc Viginum, qui est l'organisme français en charge de l'observation des tentatives d'influence, a remonté un rapport qui n'est pas encore public, qui a été juste présenté à l'AFP et à quelques personnes qui ont le droit d'en connaître. Il devrait devenir public, normalement, si tout va bien, d'ici quelques semaines, sur une opération d'influence venant de l'Azerbaïdjan. Donc vous imaginez en ce moment le contexte politique entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et les autres pays qui pourraient être dans le giron. Et on a dans ce cadre-là un certain nombre de fake profiles, de faux profils, sur des réseaux sociaux comme X, former Twitter, comme on dit, et autres types de réseaux sociaux qui ont diffusé en fait des vidéos de propagande négative pour aller boycotter les JO. Donc pour vous donner un exemple de cette vidéo, si vous avez l'occasion de la regarder, hein, c'est un montage un petit peu hollywoodien qui est fait entre les manifestations qui ont pu avoir lieu en France dans les dernières années. Alors il y a un peu un mix d'images qui sont plus ou moins récentes, et les Jeux Olympiques et les sportifs. Donc pour vous donner une image un peu qui vous permette de caractériser ça, vous avez un lanceur de javelot par exemple qui arrive et qui commence à lancer son javelot. Et au moment où le javelot part, l'image change et est transformée par des manifestants qui jettent des cailloux sur des CRS et vice-versa. Et vous avez pendant 2 minutes et quelque chose comme ça qui termine sur « Il fait bon vivre en France, venez voir nos JO ». C'est en gros l'idée majeure de la désinformation et de la campagne. Donc ça, vous voyez, c'est très récent. On imagine et on pense, et l'État pense la même chose, qu'on va avoir une accélération de ces sujets-là sur les prochains mois. Alors quand on regarde un petit peu, en reprenant un step au-dessus, puisque c'est un petit peu l'idée en fait pour moi, c'est de se dire, bah voilà, à quoi ça sert de parler de tout ça? Parce que la vraie question, c'est quoi l'intérêt? Nous, on pense, et on est persuadé, et moi j'en suis intimement convaincu depuis des années, que l'anticipation fait partie de la cybersécurité. Être capable de comprendre les attaquants, leur méthodologie, leurs techniques, me permet de mieux me protéger, me permet de mieux anticiper la manière dont je dois implémenter mes technologies et mes garde-fous sécuritaires. Et donc, avoir une bonne connaissance, un bon renseignement sur la menace est un élément clé pour se positionner. Quand on regarde ça, on peut tirer un petit peu les usuels suspects pour des événements comme les JO. Et encore une fois, vous pouvez le transférer sur d'autres types d'événements parce que ce n'est qu'un catalyseur, comme je le disais en introduction. On va avoir 4 grands types de profils qui vont apparaître. Le cyberespionnage, ou les gens qui font du cyberespionnage et qui ont un profil de cyberespion. Et ce qu'il va falloir garder en tête avec ce type de profil-là, c'est qu'on va être sur des attaques qui vont être plutôt long-termistes, avec une idée d'être prépositionné en amont pour récupérer de l'information
pour modifier potentiellement de l'information. Je donnais l'exemple tout à l'heure qui était pendant les JO de 2016, je pense, si je me souviens bien. Enfin, je ne me rappelle plus exactement de la date. C'était assez sympa pour moi parce que j'ai eu l'occasion d'apparaître dans le journal L'Équipe Magazine, ce qui est quand même le Graal pour un homme d'être dans l'Équipe Magazine, mais pas sur les performances sportives malheureusement. C'était l'agence antidopage qui avait été hackée par un groupe russe qui avait récupéré de l'information sur les cartographies de tests antidopage d'un certain nombre de grands sportifs, qui avait fait leaker les informations et qui ensuite avait commencé à mettre de la mauvaise information à l'intérieur de la bonne information. Et comme on est dans un monde où la première info qui sort est celle qu'on retient, quand vous entendiez à l'époque, si je me souviens bien, il y avait dans le tas par exemple Raphaël Nadal, à qui on explique qu'il a une dérogation spéciale et qu'il utilise un produit dopant depuis des années, ça sort dans la presse, le lendemain on dit bah non en fait c'est faux, l'info était pas bonne, mais tout le monde a retenu Nadal il se dope et c'est comme ça qu'il arrive à gagner des matchs. Donc on est dans cette affaire-là, ou en tout cas dans ces profils-là, long terme, plutôt technique, plutôt sous les radars, avec le temps de travailler. La cybercriminalité, on en a parlé tout à l'heure sur les billets ou sur la vente d'éléments ou sur les fausses applications. On est plutôt sur les gens qui vont être visibles, qui vont avoir une approche rapide et qui vont utiliser des techniques qui sont relativement communes. Alors quand je dis commune, c'est des toolkits, c'est l'utilisation d'outillages sur lesquels on peut retrouver des informations assez rapides. Quelque chose qui avait complètement disparu quand moi j'ai travaillé sur ces sujets-là il y a maintenant 7-8 ans et qui réapparaît énormément, c'est l'utilisation de la cyber par les activistes. Activistes de tous bords, que ce soit activisme local, donc propre au pays, propre à la France, ou activisme plus, je dirais, globaux. On l'a vu notamment dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, avec des groupes comme Killnet ou les Anonymous, qui ont menacé un certain nombre d'entreprises qui opéraient dans les pays et qui avaient soit pour eux trop un axe russe ou trop un axe ukrainien ou trop un axe OTAN. Chacun choisit un petit peu la chose. La plupart du temps, les activistes sont extrêmement bruyants, visibles et peu techniques. L'idée pour eux, c'est de lancer un message, de montrer un message. On va trouver les attaques en déni de service, les défaçages de sites internet, toutes ces choses-là qui vont apparaître à travers l'activisme. Et puis enfin, un dernier groupe que j'ai mis un petit peu à part, même si la plupart du temps, il peut travailler avec les autres, c'est tout ce qui va avoir un attrait ou un lien géopolitique. On est dans un monde aujourd'hui et qui a accéléré sur ces sujets-là dans les 3 dernières années, qui est extrêmement polarisé d'un point de vue géopolitique et dans lequel l'information et la cyber sont partie prenante de l'ensemble des communications. On l'a vu dans le conflit Ukraine-Russie, enfin dans la guerre Ukraine-Russie. J'ai fait pas mal de présentations sur le sujet. Vous pouvez regarder le détail, mais on a vu l'utilisation de la cyber à outrance dans ces sujets-là. Dans la guerre qui oppose aujourd'hui Israël et la Palestine, utilisation aussi de la cyber à différents niveaux d'usage. Et donc la géopolitique et la cyber aujourd'hui sont un couple extrêmement fort que l'on voit apparaître tout le temps. Dernier point qui me paraît intéressant, je parlais tout à l'heure de pouvoir anticiper et de pouvoir imaginer ce qui va se passer. Les méthodologies les plus utilisées. Encore une fois, je reviens sur mon petit step back en me disant, bah, si je comprends bien la menace, si je suis capable de cartographier mon profil de risque, je vais être capable de mieux comprendre où est-ce que je dois aller mettre le curseur en termes de protection. Et quand on parle de ça, nous, ce qu'on observe sur le terrain, donc pour vous donner une idée, on fait à peu près 1800 réponses à incidents par an à travers la planète, donc 1800 clients qui nous appellent pour les aider suite à une attaque de l'un des usual suspects dont on a parlé juste avant. Et ce qu'on observe sur le terrain, c'est des choses qui sont, entre guillemets, classiques, mais qui marchent très bien, jusqu'à des choses qui évoluent un petit peu. Donc le premier élément, c'est l'hameçonnage ou le phishing, qu'on voit toujours extrêmement efficace. Les entreprises font des efforts considérables en termes de protection et en termes de filtres. Les attaquants innovent. Typiquement, on voit apparaître de plus en plus de phishing associés à du social engineering, donc de l'ingénierie sociale. Je vous envoie un mail et je vous appelle pour vous solliciter, pour que vous puissiez cliquer sur l'élément. On a eu des cas, par exemple, récemment, sur des attaquants qui attaquaient leurs victimes à travers WhatsApp et qui ensuite, une fois que la victime était ferrée, les appelaient et leur demandaient d'installer des outils de remote control manuellement,
N'oubliez jamais que l'humain est plutôt sympa, donc il veut rendre service. Donc si on lui dit qu'il a besoin ou qu'on a besoin, il va le faire. Donc l'hameçonnage, toujours très présent. Thibaut en parlait tout à l'heure, les identifiants, la fuite, le vol et la réutilisation, j'allais dire reusage, qui n'était pas très français, la réutilisation des identifiants est un élément extrêmement fort. Donc tout ce qui est programme de durcissement de la connexion, Zero Trust dont on parlera aujourd'hui, ou durcissement en multifactor authentication sont des éléments clés. Ma fameuse course à l'échalote, merci Thibaut pour ça. Sur les vulnérabilités, aujourd'hui, il y a un vrai marché de la vulnérabilité, comment utiliser les vulnérabilités au plus vite, comment aller faire ce que les attaquants appellent du knock the door, frapper à la porte. Demain, vous avez un éditeur qui sort une vulnérabilité. Dans les 24 heures, vous avez 50 moteurs de recherche qui existent pour aller exploiter la vulnérabilité. Sauf que la réalité, c'est que le temps que vous allez avoir à patcher, à modifier, à intégrer, est complètement différente du temps que peut se permettre l'attaquant pour vous viser. Et enfin, les mauvaises configurations qui sont aussi extrêmement utilisées par les attaquants, tout simplement parce que la surface d'attaque augmente. On met beaucoup d'applications qui sont visibles sur Internet, qui sont disponibles depuis l'extérieur, et très souvent on laisse du paramétrage par défaut ou du paramétrage qui est utilisable par un attaquant. Nous, on le voit beaucoup pendant nos opérations de pentest ou de red teaming, où les configurations par défaut nous permettent de rentrer extrêmement facilement chez nos victimes. Donc les 4 méthodologies sur lesquelles il faut vraiment se concentrer sont l'hameçonnage, les identifiants, la gestion des vulnérabilités et la maîtrise de ces configurations. C'est vraiment 4 éléments pour moi qui étaient clés. La conclusion de tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je suis revenu sur un monde un peu sportif. Alors, pour la petite histoire, je suis président d'un club de hand, donc j'ai pris quelque chose que je connais plutôt bien. Je suis aussi coach, donc je vois un peu de quoi on parle. L'idée, en fait, c'est une bonne préparation permet d'être meilleur. Ça ne veut pas dire à chaque fois qu'on va gagner la médaille d'or. Nous, en handball, on la gagne souvent parce qu'on est encore meilleur que les autres. Mais je ne sais pas si en 2024, on va gagner une médaille d'or ou 2 médailles d'or entre les filles et les garçons. Mais la réalité, c'est qu'il faut bien comprendre, bien se préparer et surtout s'entraîner et se tester. Ce n'est pas au moment où un événement arrive qu'il faut se réveiller le matin en se disant « Ouh, bah, comment on fait la résilience de notre réseau parce que tout est tombé ?» ou qui on doit appeler pour nous aider suite à cet incident. Donc c'est vraiment un élément pour moi qui est clé, qui est de dire préparez-vous, les JO arrivent, mais il n'y a pas que les JO dans la vie, il y a aussi d'autres choses. Entraînez-vous et soyez prêts pour la prochaine attaque parce qu'elle va arriver quoi qu'il arrive. À nous d'être prêts, à nous de le gérer en équipe et de botter en dehors de notre terrain l'attaquant qui vous viserait. Donc voilà pour la petite introduction que je vais vous faire ce matin. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite à tous une bonne suite de journée.